Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de vlog lecture. On est le vendredi 17 octobre. Contrairement au vlog précédent qui a en fait duré 15 jours, je m'en suis aperçue au montage. Je me suis moi-même emmêlé les pinceaux. Celui-ci durera bien une semaine. D'ailleurs, je commence à lire vos commentaires et je vais y répondre d'ici ce week-end. Et je vous en remercie parce que d'ailleurs, le Prince des Marais a eu un franc succès. Il tente pas mal d'entre nous d'après ce que je vois. J'espère donc le sortir prochainement pour vous donner encore plus envie de le lire et vous faire oublier que c'est quand même une énorme brique. Je tenais d'ailleurs à vous remercier des commentaires et des likes que vous postez à chaque fois sous mes vidéos et bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y en a eu pas mal qui se sont abonnés suite à mon dernier vlog. Je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que je le dis pas souvent et je suis pas trop du genre, je suis pas très à l'aise en fait en vous disant de liker, commenter ou même s'abonner à ma chaîne. C'est pas quelque chose que je fais spontanément et naturellement. J'estime que vous êtes tout à fait libre de le faire, bien que parfois je vous dis de me dire en commentaire si vous avez lu tel livre, si vous me le conseillez ou non, parce que ça c'est normal, après ça reste quand même de l'échange. Mais je tiens quand même à vous remercier parce que ça me fait énormément plaisir. J'adore lire vos commentaires, y répondre et surtout de voir en fait que la vidéo vous plaît. Parenthèse fermée. Concernant ma lecture en cours, c'est toujours la même que celle que je vous ai présentée à la fin du dernier vlog, bien qu'en fait je crois que je ne voulais pas présenter parce que je l'avais à peine commencé. Il s'agit de La lignée des maudits de Gluenne Guillou, publié aux éditions Didier Jeunesse. Je l'avais acheté cette année, il me semble, parce que c'est un livre qui est assez récent, à Gilbert Joseph à Montpellier. J'adore le livre, vraiment je trouve qu'il est trop beau à l'intérieur. Vous voyez, trop chouette. Et en plus de ça, on a quand même un arbre généalogique en tout début, j'essaie de le retrouver, hop, qui aide pas mal à la compréhension, en tout cas de la lecture et des liens de parenté. C'est une histoire qui va se passer à Édimbourg en 1877. On va suivre la famille Azegast, qui est une famille de médiums très célèbre, qui a su gravir les échelons de l'aristocratie parce qu'ils ont vendu leurs services de médium à des nobles et donc petit à petit se sont forgés une réputation. Sauf qu'en vérité ils n'ont pas de dons, ce sont des arnaqueurs étant donné que la famille est touchée par une malédiction depuis des générations. Tout le monde est touché sauf Ava qui a été épargnée, on ne sait pas pourquoi. C'est la seule vraie médium de la famille, elle est capable de voir les esprits. Mais sa famille n'est pas au courant du don qu'elle a, il y a uniquement ses deux cousines dont elle est très proche qui sont au courant. Elle n'a pas envie de leur dire parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ça et elle essaie de vivre normalement en essayant de ne pas faire attention aux esprits qui l'entourent. Et en plus de ça, elle n'est absolument pas à l'aise non plus avec les magouilles de sa famille. Il se trouve que la famille Azegast a été convoquée par la reine parce que son fils, donc héritier au trône, Duncan, a été assassiné. Elle fait donc appel à leur service pour pouvoir éclaircir l'assassinat, trouver les responsables et ils n'ont que 10 jours. Donc autant vous dire que c'est quand même un branlement de combat pour essayer de mettre une stratégie en place, d'essayer de résoudre cette enquête alors que le compte à rebours est lancé. Dans le même temps, il y a un esprit qui va faire son apparition à Ava, un esprit qui ne va absolument pas la laisser tranquille, qui est beaucoup plus puissant que les autres esprits qu'elle peut voir. Il a totalement conscience de son état de mort et surtout, il peut lui parler. Chose que généralement les esprits ne font pas avec Ava. Donc impossible pour elle de l'ignorer et encore moins quand elle apprend qu'en fait il s'agit de Duncan, l'héritier au trône qui a été assassiné et qui lui dit qu'il a été assassiné par un membre de sa famille mais qui ne se rappelle plus lequel. Donc autant vous dire que Ava ne croit absolument pas à ce que Duncan est en train de lui raconter. Forcément, elle tient à sa famille, elle veut la protéger et pour elle c'est inconcevable qu'un membre de sa famille se soit attaqué quand même à l'héritier. Donc c'est accompagné de ses cousines qu'elle va commencer à mener l'enquête de son côté, en parallèle de sa famille, essayer de rassembler les indices pour faire la lumière sur cette enquête. Je n'ai absolument pas continué ma lecture depuis la fois où je vous en ai parlé. Je l'ai peut-être avancé de 20 pages parce que je suis à la page 124 d'ailleurs, au beau milieu d'un chapitre. Voilà, je pense que je me suis endormie ce soir-là. Si je ne l'ai pas continué, c'est pas parce que je n'aime pas, c'est juste que j'ai lu un autre livre en parallèle qui m'a tenu en haleine de A à Z et que j'ai dévoré. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Je vous en parlerai un peu plus dans la semaine quand je l'aurai avancé, mais ça se lit bien et je trouve qu'en plus c'est parfait pour ce mois d'octobre parce qu'on va parler d'esprit. Il y a une brume aussi qui entoure la ville d'Édimbourg le soir. Voilà, c'est l'époque victorienne, c'est l'Écosse victorienne et j'adore l'ambiance.
j'aime pour le moment l'histoire, j'ai envie de savoir où ça va aller. Et concernant ce livre qui m'a autant captivée, il s'agit du dernier Sue Watson, épouse mère menteuse, qui n'est pas encore sorti et qui sera publié le 23 octobre. C'est un thriller du coup psychologique et à la fois un roman choral dans lequel on va suivre Jill et Wendy qui sont meilleures amies parce qu'elles sont devenues voisines il y a 25 ans suite à l'aménagement de Jill. Elles étaient toutes deux des jeunes femmes mariées et donc elles se sont suivies dans le cours de leur vie, notamment quand elles sont aussi devenues mères. Wendy a 3 enfants dont la dernière Olivia. Et Jill a un enfant, Léo, qui a le même âge qu'Olivia. Elles ont toujours été très proches jusqu'au bal de promo de leurs enfants où Olivia et Léo sont partis ensemble. Sauf que à la fin de la soirée, il n'y a que Olivia qui est rentrée, étant donné que Léo est mort. La police a penché en faveur d'un accident, mais Jill est persuadée, c'est son instinct maternel qui lui hurle que ce n'en est pas un, et qu'il a été assassiné, qu'il a été tué et que non, il n'a pas fait cette mauvaise chute. Donc elle va être un petit peu perçue comme la folle du quartier, un petit peu hystérique, paranoïaque, parce qu'elle va commencer à interroger tout le monde, elle va mettre les enquêteurs sur des pistes, elle va vraiment vouloir connaître la vérité, sauf qu'elle s'y prend très très mal, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Et en plus de ça, elle aimerait interroger Olivia parce qu'elle est persuadée qu'elle sait quelque chose. Mais Wendy, sa mère, s'oppose. Elle veut protéger sa fille. Elle dit qu'elle n'a absolument rien à voir avec ça. La version qu'elles ont donnée à la police, c'est la vérité et ça s'arrête là. Donc autant vous dire que les relations ne sont pas au beau fixe entre Wendy et Jill depuis la mort de Léo. En plus de ça, Wendy et sa famille ont décidé de déménager et de vendre la maison. Sauf que Jill invite Wendy au pays de Galles pour un week-end dans une maison assez isolée où apparemment on verrait très bien les étoiles et en fait elle lui dit que ce serait pour un pèlerinage pour Léo étant donné que Léo était passionné par les étoiles et que lui-même était venu les observer avec sa classe en voyage scolaire il y a quelques années de ça. Un week-end d'ailleurs qui avait changé son fils parce que quand il était rentré à la maison, elle ne l'avait plus reconnu, ce n'était plus le même, il s'était passé quelque chose, mais là encore une fois, elle ne saura jamais. En tout cas, elle n'a jamais su jusqu'à présent. Wendy accepte à contre-cœur, elle le fait vraiment parce que ça a été sa meilleure amie, parce qu'elle comprend quand même la peine qu'elle ressent et qu'à tout moment, elle pourra quand même partir au milieu du week-end si jamais elle ne se sent pas du tout à l'aise. Elle va se rendre compte au fil des chapitres qu'elles sont très hypocrites l'une envers l'autre, qu'en fait, c'est très bizarre parce qu'elles n'ont absolument rien en commun et donc on peut se demander pourquoi elles sont devenues meilleures amies. Est-ce qu'il y a eu réellement une amitié sincère entre elles deux? Elles ne sont pas honnêtes, elles sont hypocrites, elles se mentent et surtout elles se cachent des choses. On sent qu'il y a aussi beaucoup de rancœur durant ces 25 dernières années, des choses qui n'ont jamais été clairement dites et qui ont alimenté clairement la rancœur qu'elles ont l'une pour l'autre. Jill, elle, est très disposée à pouvoir communiquer avec les gens, mais par contre Wendy, pas du tout. Pourtant, elle va devoir se confronter aux interrogatoires multiples de Jill pendant ce week-end parce que comme je vous ai dit, Jill ne lâche pas l'affaire, elle est prête à faire cracher le morceau à Wendy, elle est persuadée que Wendy et Olivia leur cachent des choses. C'est une lecture qui est captivante, que j'ai énormément aimée, elle est très très addictive. En plus, à la fin de chaque chapitre, vous avez la petite phrase qui vous donne envie de tourner la page, vraiment, parce qu'on a envie de savoir. On est vraiment plongé dans cette histoire-là. On compte les points entre Jill et Wendy. On veut comprendre aussi pourquoi il y a de la rancœur, pourquoi en fait, petit à petit, leur amitié s'est effritée au cours des années, surtout lorsque Jill a eu Léo. On ne sait plus qui croire non plus entre les deux. On se dit qu'il y en a une qui ment, est-ce que l'autre dit la vérité? C'est vraiment le thriller psychologique et addictif par excellence. Voilà, il y a peut-être rien de nouveau dans ce que je vous raconte, mais là j'étais prédisposée à le lire et à passer un très bon moment. C'est une lecture avec laquelle vous n'allez absolument pas vous prendre la tête. Vous avez juste envie de tourner les pages et arriver à la fin pour enfin comprendre ce qui s'est passé. Et c'est le genre de lecture avec laquelle on passe un bon moment. Donc par contre, attention, ce n'est pas non plus le livre qui va révolutionner le thriller psychologique. C'est quelque chose qui a quand même été vu et revu, mais je sais pas, là je trouve que ça a été bien mené. On oscille entre le présent et les flashbacks de leur amitié pour aussi comprendre pourquoi elles en sont là. Franchement, ça s'est laissé lire. Après, comme je vous dis, ça dépend des fois aussi de mes humeurs. J'aurais pu le lire la semaine dernière et le déglinguer. Bah là, ça n'a pas été le cas et j'ai aimé. Voilà, je pense que j'étais prédisposée à le lire. Ça m'a fait plaisir. Il fallait que je vous en parle.
Voilà en tout cas pour ce qui est de ma lecture en cours et de la lecture donc, que j'ai terminée. Et sinon je vous ferai aussi un book haul parce que je suis passée chez Easy Cash la semaine dernière et j'ai acheté 2-3 livres. Franchement j'ai été très raisonnable par rapport à la dernière fois. Mais je les ai pas là sous la main, donc je vous le ferai dans la semaine sans souci. Nous sommes le lundi 20 octobre, il est aux alentours de midi 30. Je ne pensais pas vous prendre là tout de suite aujourd'hui parce qu'il se trouve que le week-end a filé à une allure folle. Je n'ai vraiment pas eu le temps de me poser, on a été en famille une grande partie du week-end, enfin même tout le week-end. Donc je n'ai pas pu lire. Je vous avoue que c'est assez frustrant parce que du coup je suis toujours dans le même livre. Ça va faire bientôt 15 jours que je le traîne. J'aime ma lecture mais voilà, j'ai pas le temps de lire donc c'est pas grave. J'espère quand même le terminer d'ici la fin de la semaine. Le soleil est en train de sortir, ça fait trop du bien parce qu'il pleut depuis hier. Donc je pense qu'il va y avoir quelques petites variations de lumière là dans ce clip là, mais bon, c'est pas grave. Donc si je vous prends aujourd'hui, c'est parce que je reviens de la boîte aux lettres et que j'ai reçu un colis où je pense à l'intérieur il y a 2 livres, ça vient de la maison d'édition Fleuve. Je ne sais absolument pas ce que c'est et c'est vrai que souvent j'oublie d'ouvrir avec vous les services presse. Donc là, j'y ai pensé, je me dis c'est le bon moment, j'ouvre avec vous. Comme ça, on découvre ensemble ce que j'ai reçu. Ok, ah trop bien, je suis trop contente. C'est je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais Fleuve, la maison Fleuve et Fleuve Noir ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Styx et qui sont des livres apparemment un petit peu d'horreur, épouvante, gothique. Là j'ai toute une brochure. Donc l'édito précise que donc Styx, c'est la nouvelle collection de romans fantastiques et horreur de Fleuve Édition. Elle proposera 5 titres par an et un vaste éventail de styles, de la terreur psychologique au slasher, ça je vous avoue je ne sais pas ce que c'est, en passant par la body et la folk horror. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Enfin, en tout cas, je ne sais pas faire la différence entre tous ces styles-là. Donc ça va être l'occasion en tout cas de le découvrir ou d'en découvrir certains. Et donc ensuite, on a les 5 parutions avec des extraits, Franchement, c'est super bien fait. C'est très très bien détaillé, je trouve. Donc, je pense avoir reçu les 2 premières. Alors, parution, c'était le 2 octobre pour les 2 livres que j'ai reçus. Donc, il y en a un qui s'appelle La mer se rêve en ciel de John Honor Jacobs, donc publié aux éditions Styx. Je ne sais pas si vous allez bien voir le nouveau logo là. Je vous lis le résumé parce que je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Pour fuir la violente dictature qui a décimé sa famille, Isabelle s'est exilée en Espagne. Un soir, elle fait la rencontre d'un poète dissident, Raphaël Avendano, surnommé l'Œil. Cet énigmatique intellectuel vient comme elle du Maghera et porte les stigmates des tortures subies aux mains de la répression politique. Pourtant, lorsqu'il reçoit une mystérieuse lettre, il repart brusquement au Maghera, sans plus donner de nouvelles. Chez lui, Isabelle découvre d'étranges textes parmi lesquels le récit détaillé de la capture de l'Œil pendant la Révolution. Ces pages obscures et écœurantes l'entraînent dans une spirale d'événements surnaturels et oppressants qui la poussent à retourner dans sa contrée d'origine. Son pays est perdu comme l'est son seul ami désormais. Pour les retrouver, il ne lui reste qu'elle-même à sacrifier. Dans un récit labyrinthique à la Lovecraft, John Honor Jacobs distord la réalité pour laisser place à une horreur indicible. Traduit de l'anglais. Donc c'est un auteur qui est américain. Ce n'est absolument pas sa première œuvre. Couverture assez énigmatique. Je crois que ça me fait penser à un des films de Stephen King, 1923, il me semble, quand ça se passe dans les champs. Mais c'est tout. Et la deuxième parution du mois d'octobre, il s'agit de Sophie White, Vers ma fin, qui a donc reçu le prix Shirley Jackson, meilleur roman d'horreur 2022. Donc j'avoue que je ne sais pas lui non plus quand est-ce qu'il a été... J'ai pas regardé quand est-ce qu'il a été publié pour la première fois. 2025. Mayenne, septembre 2025. Oui, ça paraît logique, s'il est sorti en octobre. Écoutez, je regarderai un petit peu mieux et quand je le lirai, de toute façon, je vous le dirai. Donc celui-ci va se passer sur une île au large de l'Irlande. Ayolène vit recluse avec sa grand-mère et sa mère, une présence inerte qu'elle appelle la chose du lit. Jamais elle n'a quitté cet endroit hostile où les murmures du vent semblent porteurs de mystères anciens.
Lorsque Rachel, une artiste venue du continent, débarque avec son nourrisson, Ayooline découvre une douceur et une chaleur qui lui ont toujours été refusées. Mais sa fascination grandissante pour cette femme et son enfant se transforme bientôt en une obsession dévorante, réveillant les fantômes du passé et libérant des ténèbres qu'elle ne peut plus contenir. Un roman gothique moderne, viscéral et troublant, où les secrets enfouis ressurgissent avec une violence inouïe. Lui, j'avoue, qui me fait très envie. C'est écrit assez gros, mise en page toujours quand même de la maison édition Fleuve, et je vous le dis à chaque fois, j'adore cette mise en page qui est très souple, très légère et qui pour moi est un gros plus par rapport au confort de la lecture. On est dans un format, vous savez, un petit peu pas tout à fait broché, un peu plus petit, les semi-brochés. Je vous ai pas dit les prix, ils coûtent tous les deux 18,95 € et donc ils sont déjà sortis en librairie vu que c'était le 2 octobre. Là, en continuant à feuilleter la brochure, ils ont mis en fait les thèmes. Vous savez que je vous disais au début, il y en a que je connais pas. Celui de John Horner Jacobs, La mer se rêve en ciel. Ça va être un style horreur cosmique. Je connais pas du tout. Et celui de Sophie White, ce sera du folk plus body horror. Ça tombe bien, je connais ni l'un ni l'autre de style, donc je vais pouvoir les découvrir. Ou peut-être que je connais mais que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est vrai que moi je dis souvent des romans d'horreur et ça s'arrête là. Et ils ont vraiment fait un travail de fou parce que après ils nous mettent quelques références cinématographiques, j'ai l'impression, et peut-être même littéraires par rapport aux différents genres, ce que ça peut représenter dans le monde cinématographique ou même littéraire. Donc par exemple, le folk horror explore les thématiques d'isolement et ou de religion sur fond de pouvoir de la nature. Ça peut être le projet Blair Witch. Je sais pas si vous aviez vu ce film-là. Moi, il m'avait traumatisée. Le body horror imagine des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain. Donc on va le retrouver dans La Métamorphose de Frank Kafka, dans La Mouche, dans le film The Substance. Et donc le slasher met en scène un tueur psychopathe qui élimine les membres d'un groupe. Donc on le retrouve dans Vendredi 13, Freddy les griffes de la nuit, dans Scream, dans Massacre au camp de vacances, dans Un clown dans un champ de maïs de Adam César. Là, pour l'horreur psychologique, bon ça on connaît un peu plus, on va retrouver Psychose, Le silence des agneaux, Les derniers jours de Maple Street, celui qui sortira du coup en février. Ça provoque l'inconfort ou la peur sur des vulnérabilités ou des frayeurs psychologiques. Et l'horreur cosmique suscite l'effroi par l'idée de l'insignifiance de l'homme dans l'infini galactique. Bah dis donc. Et là par contre je connais pas, il y a The Think, L'antre de la folie de John Carpenter et il y a bien sûr Lovecraft. Je crois que je les ai tous faits sauf le gothique urbain qui modernise des figures mythiques du fantastique et de l'horreur classique. Vampires, fantômes, etc. Donc dedans, on va retrouver le film Seven de David Fincher, que j'adore. Entretien avec un vampire de Anne Rice. Les Prédateurs de Tony Scott, celui-ci je connais pas. Je trouve que c'est super bien fait parce que ça nous initie vraiment au genre, au sous-genre en tout cas, de l'horreur dans la littérature et dans la culture cinématographique. Donc je trouve ça très chouette. Je pense d'ailleurs garder parce que je m'en souviendrai plus. Et je trouve que c'est bien d'avoir des définitions et des films ou des livres auxquels se référer. Donc écoutez, j'ai très hâte de les découvrir. Ils ont pris un petit peu l'humidité. Je pense qu'ils ont été livrés aujourd'hui dans la boîte aux lettres. J'étais pas là ce week-end, donc c'est vrai que j'ai pas fait un tour. Et il pleut depuis hier, donc ils se sont un peu... vous voyez, ils ont un peu gondolé. Et ça, je pense que je vais arriver à le récupérer en les pressant, vous savez, en mettant un poids dessus. Je ne sais pas lequel vous fait le plus envie. Pour ma part, je pense que ce sera vers ma fin que je vais commencer. Vous allez très vite le revoir parce que là, on est le 20. J'espère terminer la lignée des maudits assez rapidement. Comme ça, ce sera ma lecture d'Halloween. Mes lectures d'Halloween, forcément. Là, il n'y a plus aucun doute. Donc je vous fais un retour en tout cas très vite sur ces deux lectures et j'espère les apprécier.
Nous sommes jeudi en début d'après-midi, je vous prends pour continuer ce vlog lecture. Bien qu'il n'y ait pas eu de lecture ces dernières 48 heures, je suis toujours dans mon livre, bien que j'ai atteint la moitié du livre. Enfin, je suis vraiment désolée parce que c'est du coup quelque chose que je me traîne en longueur sur la semaine. Mais on a appris deux mauvaises nouvelles, malheureusement, qui touchent notre entourage, notre famille très proche. Et ça a été coup sur coup entre mardi et mercredi, donc bon, je crois qu'on appelle ça la loi des séries. Donc forcément, pas du tout le moral et pas du tout le temps pour lire. Sans rentrer dans les détails et sans plomber l'ambiance non plus, parce que c'est pas le but du vlog quand même, je tenais quand même à vous présenter le book haul. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Je suis passée chez Easy Cash il y a peut-être une semaine ou une semaine et demie maintenant. Je vous avoue que là, niveau repère spatio-temporel, je suis un peu perdue. J'ai l'impression d'avoir passé une semaine en 48 heures. Pour le coup, j'ai été très raisonnable quand on voit en fait les étagères qui étaient remplies de livres. C'est un peu au petit bonheur la chance quand on va Easy Cash, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas quelle quantité de livres il va y avoir. Mais alors là, je vous promets que les livres étaient très très serrés. J'avais même du mal parfois à les prendre pour regarder les résumés. Donc on commence avec les détectives du Yorkshire. C'est Rendez-vous avec le danger. Donc c'est la saga de Julia Chapman. Je ne savais absolument pas quel tome c'était, sachant que moi j'ai déjà les 4 premiers et j'ai lu que le premier. Mais je me suis dit, c'est sûr que je ne l'ai pas. Donc je l'ai pris, il était à 3,99 et il se trouve qu'en fait c'est le 5e. Donc c'est plutôt cool parce que ça me les fait dans l'ordre. J'aime beaucoup trop leur couverture, je trouve qu'elles sont trop jolies. Et je vous ai pas parlé d'ailleurs du tome 1 que j'ai lu, je l'ai écouté même en fait en audio, c'était au moment de mon stage. J'ai beaucoup aimé cette lecture, sachant que je ne suis pas trop Cozy Mystery de base. J'en écoute pas énormément ou j'en lis pas énormément parce que souvent ce sont des très longues sagas. Là je sais qu'il y a 10 tomes, la saga est terminée. Je vois beaucoup passer la saga de Anna Swanson je crois, le meurtre aux pépites de chocolat, meurtre tarte citron meringuée, quelque chose comme ça. Et je vois qu'en ce moment, les avis ne sont pas vraiment au rendez-vous. Je crois que les lecteurs, même les plus assidus, commencent un petit peu à se lasser de cette saga. C'est pour ça que je ne lis pas vraiment de Cozy Mystery, mais cette saga me donnait vraiment envie. Donc écoutez, je vous reparlerai à l'occasion de ma lecture du tome 1, ou alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai déjà posté mon avis. En tout cas, j'ai acheté du coup le tome 5, donc je suis plutôt contente, je suis déjà à la moitié de la saga. Maintenant, il n'y a plus qu'à les lire. Ensuite, je suis tombée sur un Virginie Grimaldi, Il nous restera ça, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Il coûtait 1,99 €. Je n'ai absolument pas lu le résumé. Virginie Grimaldi, pour moi, c'est un petit peu la valeur sûre. Lecture que je fais souvent en été. Là, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Virginie Grimaldi. Je n'en ai même pas dans ma pile à lire. Donc inclure Virginie Grimaldi dans ma pile à lire m'a semblé une bonne idée. Généralement, ce sont des lectures que je fais en été puisqu'elles sont assez doudou, réconfortantes. C'est pas vraiment les livres que j'ai envie de lire à l'automne ou à l'hiver. Je préfère rester dans l'ignorance, encore une fois, et découvrir ce livre quand l'envie m'en prendra. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre livre préféré de Virginie Grimaldi, si vous aimez bien cet auteur ou non. Et si vous l'avez déjà lu, est-ce que vous en avez pensé? On continue avec deux nouveaux auteurs qui rentrent dans ma pile à lire. Alors il y en a un que je connais de nom et parce que je l'ai vu maintes et maintes fois passer dans les vlogs d'Estelle, petite lectrice. Il s'agit de Stefan Zweig. Et là c'est un livre qui s'appelle Marie Stuart, publié aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai eu à 1 €. 0,99 centimes. Je ne vais pas forcément vous lire le résumé de ce livre parce qu'en fait il s'agit d'une biographie de Marie Stuart. On nous dit juste à la fin que sur cette figure fascinante et controversée de l'histoire britannique, Stefan Zweig, le biographe de Marie-Antoinette, a mené une enquête rigoureuse. Ce récit passionné et critique nous la restitue avec ses ombres et ses lumières, ses faiblesses et sa grandeur. Cette trouvaille tombait à pic parce que quand j'ai lu le Nicolas Beuglet Transylvania la semaine dernière, le week-end dernier même, il en faisait justement l'éloge de Stefan Zweig, je vais y arriver, j'arrive pas à parler, et notamment de ses biographies. Il disait que c'était un très bon biographe et donc ça m'a, par curiosité, quand je l'ai vu, en plus j'adore l'histoire d'Angleterre, j'adore la dynastie Tudor,
donc forcément Mary Stuart. Et si je dis pas de bêtises, c'est Mary Stuart que l'on suit dans la série Règne, il me semble, parce qu'elle se marie avec François II. Je sais pas si vous avez vu cette série, moi j'avais adoré, un peu moins la fin, et d'ailleurs je crois que je ne suis jamais arrivée à la fin. Attention, spoiler alerte, même si ça fait partie de l'histoire, donc enfin l'histoire avec un grand H, donc je sais pas vraiment si c'est un spoiler, mais au cas où, passez 10 secondes. Mais quand François II meurt, j'avoue que j'ai un petit peu moins aimé la série, donc je suis vraiment pas arrivée au bout. J'ai adoré les premières saisons, mais pas la suite. Ce livre m'a énormément intriguée et je me suis dit que c'était aussi la bonne occasion de découvrir enfin la plume et le travail de Stefan Zweig parce que vraiment je le vois partout. Par contre, je dois reconnaître que la mise en page fait un petit peu peur. Mais ça devrait aller. Parce qu'en soi, il fait 400 pages. Je sais pas si ça se lit vraiment comme une biographie, s'il inclut des éléments un petit peu romancés ou non, si c'est le genre de livre qu'on lit, on va dire un chapitre par soir, si c'est quelque chose qu'on peut dévorer. Écoutez, je sais pas, je pense que vous connaissez cet auteur, mais si vous avez déjà lu de ses livres et de ses biographies, il parle notamment de Marie-Antoinette, donc c'est que ça doit être assez connu. N'hésitez pas à me le dire ou à me conseiller justement d'autres livres de lui, peut-être pas forcément des biographies, mais des livres qui vous ont plutôt marqué et que vous avez apprécié. Et enfin, le dernier livre, je vais très mal prononcer le nom de l'auteur, il s'agit de Yusuke Kishi, La leçon du mal, publié aux éditions 10-18. Donc là, on a changé de registre. C'est un auteur japonais. Il m'a coûté 1,99 €. J'avais ce livre dans ma wishlist depuis un sacré moment et je le voyais très souvent à la FNAC, mais jamais en fait je le prenais. Et là, ça a vraiment fait l'occasion de le trouver d'occasion justement pour le prendre. Je vais essayer de décoller l'étiquette pour vous lire quand même le résumé. Ben dis donc, elle est bien collée. Voilà. Et je m'excuse encore une fois pour la prononciation des mots japonais que je vais très certainement écorcher. De l'avis de tous, Seiji Asumi est le professeur le plus charmant et le plus charismatique du lycée Shinko Kajun de Megida. Mais vraiment, il n'y a rien qui va dans la prononciation. Adulé de ses élèves, admiré de ses collègues, le jeune homme est fin, drôle, toujours prêt à combattre les injustices, maître dans l'art de dénouer les conflits. Asumi est tout cela et pire encore. Asumi est un psychopathe, manipulateur, calculateur, capable de tout pour asseoir son pouvoir, un être violent qui n'hésite pas à éliminer ceux qui se mettent en travers de sa route. 3 élèves l'ont percé à jour, commence alors une traque aux conséquences inimaginables. Il y a le Ici Paris qui dit « Un étouffant huis clos avec comme héros le plus séduisant des monstres ». Télérama, un ovni phénomène au Japon. Le Parisien, une savoureuse pépite littéraire. Et France Inter, un page turner, on ne lâche pas ce moment. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et si jamais il vous donne envie, il a été adapté en manga en France aux éditions Kana. Et a été porté à l'écran par le cinéaste japonais Takashi Miike. Plusieurs moyens pour découvrir cette histoire et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà pour ce qu'il était en tout cas de ce petit book-haul, mais très contente d'avoir trouvé ces livres, d'avoir pu en tout cas continuer la saga Rendez-vous avec le crime de Julie Chapman. Sinon, en début de semaine, je suis passée en boîte à livres parce que ça fait des mois et des mois que j'ai une pile à aller déposer et qu'à chaque fois, je ne le fais pas alors que j'ai zéro excuse parce que c'est à 20 minutes de chez moi de marche et quand je vais promener Kaito, je passe très souvent devant ces boîtes à livres-là. Donc j'ai enfin pris la bonne résolution d'aller déposer ces livres. Alors j'ai pas déposé tout d'un coup parce qu'il y en avait peut-être une dizaine, quinzaine je dirais, donc j'y vais petit à petit. Bref, et tout ça pour dire que je suis tombée sur un livre de Camille Agreb qui s'appelle L'énigme de la Stuga. Encore au livre de poche, décidément. Un peu deg parce qu'il y a ce macaron que je ne peux pas enlever. J'ai lu qu'un livre de cet auteur, c'est Un cri sous la glace, que j'avais énormément aimé d'ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre ce livre et le découvrir. Je n'ai pas trop lu les résumés, en fait je me rappelle de ce livre à sa sortie. Il date d'il y a peut-être 3 ans bientôt. On va suivre Lick Andersen qui est éditrice accomplie, compagne d'un auteur renommé et mère de jumeaux qui a tout pour être heureuse. À l'occasion de la fête suédoise de l'écrevisse, elle organise un dîner dans leur maison à la campagne. En ce doux mois d'août, l'alcool coule à flot et les convives entonnent à cœur joie des chants traditionnels nordiques. Mais dès le lendemain, ce cadre idyllique devient une scène de crime effroyable.
Bonnie, la meilleure amie de ses fils, est retrouvée morte dans la Stuga, la dépendance des garçons. Ces derniers nient catégoriquement être en cause alors que la porte était verrouillée de l'intérieur. 8 ans plus tard, Leek, mise en examen, va devoir se replonger dans le passé. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un one-shot, parce que je crois qu'elle a également sa série avec le même inspecteur ou la même inspectrice. Je sais pas trop, je me suis pas vraiment renseignée en fait sur l'auteur ou ses livres, mais je crois. Un policier comme je les aime, avec en plus, je pense, une double temporalité, donc de quoi me ravir. Écoutez, c'était tout pour ce book haul, quand même, de bonnes petites trouvailles, je suis très contente. Et je vous ai pas montré, mais dans le livre de Stefan Zweig, je pense que ça a été un abandon et la personne a oublié d'enlever son marque-page, qui est quand même trop joli, avec ce petit chat qui dort sur le banc. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à des ruelles d'Antibes, avec les fleurs aux fenêtres et tout. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. C'est une reproduction d'acrylique, trop jolie. En tout cas, elle n'était pas allée bien loin dans le Stefan Zweig. Je crois que je l'ai trouvée aux alentours de la page 100 de la première partie. C'est Noces, justement, avec François, il me semble. Donc bon, j'espère que ce n'est pas signe de mauvais présage et que ça ne signifie pas que je vais aussi l'abandonner. En ce moment, ma pile à lire se remplit plus que ce qu'elle désemplit, vu mon rythme de lecture. Et encore, le fait d'écouter beaucoup de livres audio ou de lire sur Kindle, je me rends compte que ça m'évite d'acheter quand même pas mal de livres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vais boire mon thé qui commence à refroidir et je vous reprendrai d'ici la fin de la semaine. Nous sommes lundi matin et je reprends pour clôturer ce vlog lecture et espérez-vous le poster d'ici mercredi. Mais avant toute chose, je dois quand même vous parler de la lecture que j'ai terminée. Enfin, j'ai envie de dire, La lignée des maudits de Bluen Guillou, publié aux éditions Roman de Didier Jeunesse. Dites-vous que je ne suis même pas arrivée à le terminer ce week-end, mais ce matin. Je vous ai déjà fait un petit résumé à l'ouverture de ce vlog, donc je ne pense pas réellement m'attarder dessus. Je vous rappelle juste que ça se passe en Écosse, à Édimbourg en 1877. Donc c'est une Écosse qui est victorienne, qui est indépendante, parce qu'il y a une brume qui bloque l'accès en fait du pays. Donc c'est pour ça qu'il y a également une reine et que donc l'Écosse est indépendante. Cette brume est très mystérieuse d'ailleurs, il ne faut pas la traverser. En tout cas, tout le monde ne peut pas la traverser parce que beaucoup de personnes ne ressortent pas de la brume vivants, leurs corps ne sont jamais retrouvés. Il se trouve qu'il n'y a que les Azegast, donc la famille d'Ava, qui arrivent à la traverser et à rester en vie, sachant que la brume leur donnerait en fait des pouvoirs, ces dons de médium. En tout cas, c'est ce que les Azegast disent, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des arnaqueurs, des menteurs. Ils arrivent à ressortir de la brume parce qu'ils ont monté tout un stratagème pour pouvoir la traverser. Il n'y a que Ava qui a bel et bien traversé cette brume toute seule, sans l'aide du stratagème en fait qu'elle n'a absolument pas retrouvé dans la brume. Et elle est ressortie donc avec le don de médium. C'est la seule depuis son arrière-grand-père qui a ce don parce que sa famille est atteinte d'une malédiction. À savoir que tous les Azegast qui ont traversé la brume depuis l'arrière-grand-père sont atteints comme de possession. De plus en plus souvent, ils vont être comme possédés par des esprits de leur famille et ils vont être obligés de revivre certains épisodes, certains moments, et ça fait comme un peu des crises de démence. Ils n'arrivent absolument pas à l'expliquer, si ce n'est qu'ils sentent qu'il y a un rapport notamment avec la brume. Et donc pour rappel, le jeune héritier au trône, Duncan, a été retrouvé mort sur son lit. On pense que c'est un assassinat et donc la reine fait appel à la famille Azegast pour retrouver l'assassin. Elle leur laisse 10 jours, sans quoi une partie de la famille d'Ava sera pendue. Et en plus de ça, la reine choisira le prochain héritier ou héritière à la couronne parmi sa famille parce qu'en fait, elle n'a plus d'enfants. Vous allez me dire que ça va être super facile de résoudre cette enquête parce qu'Ava est médium, mais que nenni, parce qu'en fait, Ava a uniquement dit à ses deux cousines dont elle est extrêmement proche qu'elle est médium, qu'elle arrive à voir les esprits depuis qu'elle est sortie de la brume. Sinon, elle n'a jamais rien dit
à sa famille concernant son don, pour la simple et bonne raison qu'elle n'est absolument pas en accord avec leurs pratiques et que surtout elle ne veut pas qu'on l'exploite et qu'on la force à faire des choses dont elle n'a pas envie. Donc même elle n'a jamais exploité ses dons, elle n'a jamais communiqué avec les esprits, elle ne fait que les éviter pour que les esprits ne se rendent pas compte qu'elle puisse communiquer avec elle. C'est une lecture que j'ai bien aimée, qui se prête extrêmement au mois d'octobre étant donné que ça se passe en octobre dans l'histoire. Et il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. On va parler de malédiction, secrets de famille, de médium, d'esprit, d'incantation. On a le climat d'Édimbourg qui est très brumeux, pluvieux. Donc direct, ça met vraiment dans l'ambiance. Il y a l'esprit de Duncan, donc le jeune héritier au trône, qui hante Ava, qui est le seul en fait à pouvoir lui parler. Donc elle va commencer à communiquer avec lui. Il est très hautain, très égoïste. C'est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas du tout en sympathie jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu plus son histoire. Et pour ceux qui n'aiment pas la romance, il n'y a pas de romance dans l'histoire. Voilà, j'ai été assez surprise, je pensais qu'il allait en avoir une, mais ce n'est absolument pas le sujet du livre et de cette histoire-là. Donc voilà, je vous le dis au cas où, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop quand il y a de la romance à tout va dans les livres jeunesse, dans les livres young adultes, là il n'y en a pas. C'est un livre qui se lit très bien, il est assez captivant. En revanche, je pense que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Et ça, c'est totalement ma faute, c'est parce qu'en fait, j'ai fait traîner ma lecture. Je l'ai traînée sur 15 jours. Au bout d'un moment, on ne peut pas être vraiment à fond dans cette ambiance, en immersion dans l'histoire, parce qu'il faut tout le temps en fait s'y remettre, surtout quand des fois je touchais pas le livre de 1 ou 2 jours. Donc j'ai bien aimé, mais je pense que j'aurais pu beaucoup plus l'aimer. En tout cas, je vous le conseille fortement pour cet automne, même là au mois de novembre. Je pense qu'il se lira très très bien si vous aimez voilà, les histoires un petit peu de fantômes, de mystères. Ce livre vous conviendra parfaitement. Je ne m'attarderai pas plus sur cet avis, en tout cas ça a été une très bonne lecture. J'espère malgré tout qu'il vous donnera envie et si c'est le cas, s'il vous plaît, lisez-le beaucoup plus vite que moi. C'est tout en tout cas pour ce vlog lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me parler de vos lectures en cours, des lectures qui vous tentent. Si vous faites un quelconque challenge de cet automne où je crois que le Black November va commencer avec Séverine de Il est bien ce livre, dites-moi si vous y participez ou pas. Pour ma part, j'évite tout ce qui est challenge, j'ai déjà du mal à lire une lecture de 400 pages, donc tout un programme de challenge, c'est pas possible. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine remplie de belles lectures et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.